Et bien souvent, ces enjeux sont très imbriqués. C'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui de faire un tour d'horizon complet sur ces enjeux d'immigration et de fiscalité. Et donc, nous accueillons aujourd'hui David Eap, qui est vice-président en développement de la Banque transatlantique à Montréal. Merci David. Et nous avons maître Natacha Mignon, avocate en immigration et associée chez Imetis. Donc, on vous propose de les écouter dans un premier temps avec une présentation. Par la suite, vous pourrez vraiment poser toutes vos questions. Vous pouvez également les écrire au fil de l'eau dans le chat et on les prendra à la fin. Donc, David, je te propose de débuter. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Très bien. Parfait. Alors, Sandrine, merci de nous inviter pour ce webinaire. Tu as déjà finalement fait l'introduction, donc je vais démarrer très rapidement. L'idée étant sur cette petite heure de prendre 40 minutes de présentation, moitié pour la Banque transatlantique et moitié pour Imetis, afin de pouvoir ensuite échanger avec vous et pouvoir raisonnablement pouvoir répondre à vos différentes questions. Un petit disclaimer avant de démarrer. Je n'ai pas la prétention en fait, de me substituer aux experts locaux, mais l'idée est vraiment de vous interpeller sur un certain nombre de problématiques fiscales et patrimoniales que je rencontre dans ma pratique courante. Je suis ici à Montréal depuis 8 ans et je conseille principalement des cadres dirigeants expatriés venant de France et s'installant à Montréal. Alors sans plus tarder, je vous propose de commencer la présentation. Par contre, oui, voilà, ça déroule. Donc, l'idée rapidement, c'est de le faire en 4 axes. Je vous présente en 30 secondes qui est la Banque transatlantique et à quel groupe bancaire elle appartient. Ensuite, j'ai décidé de faire la présentation sous 3 formats assez simples, avant, pendant et après votre expatriation. L'idée étant de vous donner une sorte de petit canevas pour pouvoir lister un petit peu les problématiques récurrentes auxquelles on fait face en termes de fiscalité et de patrimoine pour les cadres dirigeants et les cadres expatriés. La Banque transatlantique, en quelques mots, filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale en France, qui est l'une des plus grandes banques de détail en France. Quelques chiffres pour vous situer un peu le groupe. Un émetteur de qualité, l'une des premières signatures en France et en Europe en termes de rating. Le PNB 14 milliards, donc le résultat net, je ne vais pas relire tous les chiffres, mais vous voyez que c'est une banque aujourd'hui, on va dire systémique en France. Retenez surtout le ratio de solvabilité qui nous place tout en haut des banques en Europe et qui nous permet d'avoir et d'offrir à nos clients donc, une stabilité voilà, en termes de solidité financière. La Banque transatlantique Descente Ensemble, finalement, c'est une banque qui appartient au réseau banque privée, plus spécialisée, on va dire, sur l'international. C'est aujourd'hui 40 milliards d'encours gérés à la banque, 425 collaborateurs, dont un peu plus de 300 à Paris, le reste étant disséminé dans les 11 implantations internationales. Et puis, c'est des expertises reconnues, hein, on y reviendra, notamment sur l'international, l'actionnariat manager, et puis tout ce qui est gestion d'actifs et institutionnel. Voilà, les implantations sont relativement logiques. Hein. On a suivi au fur et à mesure des implantations internationales des grands groupes et de la présence française à l'étranger, voilà, nos clients. Donc, zone européenne, bien entendu, et puis en Asie, Hong Kong, Singapour, et puis sur le continent nord-américain, avec Montréal, New York, et puis plus récemment San Francisco et Boston. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, trois domaines de compétences. On va s'intéresser plus particulièrement à l'international. On fera un petit point quand même malgré tout sur l'actionnariat manager, puisque dans le cadre France-Canada, c'est important de bien comprendre les impacts fiscaux. Alors, concernant le départ de France, bien souvent, on s'aperçoit, en tout cas dans notre pratique, que l'aspect fiscal et patrimonial des candidats à l'expatriation est bien souvent la dernière roue du carrosse. Par là, j'entends que tout ce qui a impact sur le patrimoine et sur la fiscalité est bien souvent soit finalement pas traité, soit découvert une fois sur place, c'est-à-dire une fois au Canada et lors de la première déclaration d'impôt. Donc, on verra pourquoi c'est important de se préparer pour pas qu'il y ait d'impact négatif. On verra effectivement également en quoi ça, enfin les 2 ou 3 principales questions qui reviennent, on va dire, de manière régulière.
donc notamment résidence principale, tout ce qui est change, et puis particularité spécifique pour le Canada par rapport à d'autres destinations à l'international en partant de France. Donc pour la plus-value sur la résidence principale, retenez deux choses. Le législateur en France avait prévu donc jusqu'au 31 décembre de l'année N+1 du départ de France, une exonération en fait sur le transfert du domicile et la vente de la résidence principale sous réserve que celle-ci n'ait pas été relouée entre la date de départ de France et la vente. Simplement, c'est limité aux pays membres de l'Union européenne, de l'espace économique européen, et à quelques autres pays. Le Canada, par contre, ne bénéficie pas de cette exonération. Et donc, pour les personnes qui souhaitent revendre leur résidence principale, il y a un petit peu de planification à faire pour que cette revente puisse intervenir concomitamment ou juste avant le rattachement fiscal au Canada afin de pouvoir bénéficier de cette exonération de plus-value en France. Une deuxième chose qui impacte un certain nombre de patrimoines, c'est l'exit tax. Alors peut-être vous rappeler quelques dates importantes. D'abord, une limite, c'est-à-dire au-dessus de 2,57 millions d'euros, l'exit tax est due. Et lorsque ce patrimoine est supérieur à un certain montant, le délai, si vous voulez, pour l'extinction de cet exit tax passe de 2 ans à 5 ans. Auparavant, on avait 8 ans avant qu'il y ait une extinction de cette exit tax. C'est passé à 15 ans entre 2014 et 2018 et heureusement, depuis 2019, ce délai est passé à 2 ou 5 ans. Et donc, c'est sur la valeur globale du patrimoine mobilier. Alors, sur l'exit tax, là également, deux choses à savoir. Vous avez la possibilité de surseoir à cette exit tax de manière automatique, sous réserve que ça soit bien dans les pays de l'espace économique européen ou des pays ayant conclu une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, et sous réserve que ça soit pour des motifs professionnels. Alors, pour le Canada, attention, il y a effectivement une application qui n'est pas automatique, puisque le Canada a bien une convention d'assistance mutuelle avec la France en matière de recouvrement. Malheureusement, elle n'a pas été ratifiée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un Français qui serait soumis à l'exit tax, qui partirait au Canada, malheureusement n'a pas finalement ce sursis de paiement obligatoire. Et donc, il faut qu'il justifie auprès du fisc français une garantie pour pouvoir obtenir ce sursis de paiement. Donc, il n'a pas à payer l'exit tax. Par contre, il faut qu'il la calcule et qu'il faut qu'il délivre une garantie. Voilà, la banque peut vous aider d'ailleurs dans ce process. Alors, pendant l'expatriation au Canada, là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un impact au niveau de la Convention fiscale France-Canada, et puis il y a également des impacts en termes de réglementation, d'échange de données automatiques d'information. C'est la réglementation AEOI. On fera un petit tour plus précis sur les taux d'impôt français et les prélèvements sociaux sur les revenus ou les placements restés en France, et puis également un petit point sur tout ce qui est fiscalité des revenus de sources françaises, notamment immobilier, les plus-values et tout ce qui concerne l'attribution d'actions gratuites ou les stock options, tout ce qui est actionnariat manager. Et puis peut-être deux petits points plus précis sur l'assurance vie et la transmission du patrimoine dans un contexte France-Canada. Alors la première chose, si vous voulez, qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux conventions qui existent entre la France et le Canada, donc convention fiscale et entente fiscale, France-Canada, France-Québec. Les deux on va dire, se croisent et se superposent. Retenez qu'avec le Québec, il y a deux avantages complémentaires en termes de retraite et de protection sociale. Retenez aussi que vous ne pouvez pas être à la fois et résident fiscal de France et résident fiscal du Canada. Vous serez obligatoirement l'un ou l'autre. En général, ce sont des critères très, très spécifiques qui s'appliquent, notamment dès lors que vous déclenchez des revenus dans un pays, il y a de fortes chances qu'on vous rattache à ce pays. À partir de la date où vous commencez à déclencher des revenus, et non pas simplement par rapport à un nombre de jours de résidence dans tel ou tel pays, c'est souvent ce sur quoi on m'interpelle. Et sachez que dans la convention fiscale, il existe effectivement des critères dits alternatifs qui vous permettent, s'il y a un doute, de savoir si vous êtes rattaché à un pays ou l'autre. Ces quatre critères sont par ordre d'importance: le foyer d'habitation permanent,
ensuite le centre des intérêts vitaux, enfin le lieu de séjour habituel, et pour terminer, la nationalité, si jamais les 3 premiers critères ne permettent pas de déterminer le lieu de résidence fiscale. En général, c'est assez facile de le déterminer très rapidement avec les 3 premiers critères. Alors, à partir du moment où on devient résident fiscal canadien, quelles sont les spécificités? Alors, 2 choses. La première, c'est que vous avez à déclarer vos revenus, mais pas simplement vos revenus au Canada, mais vos revenus de source mondiale. Et pour un certain nombre de patrimoines, déclarer aussi les revenus et le patrimoine détenu hors du Canada, c'est ce qu'on appelle le T1135, c'est un formulaire fédéral qui est une obligation. À défaut, vous avez des pénalités de non-déclaration. Et en France, vous serez quand même obligé de déclarer les revenus de sources françaises en qualité de non-résident fiscal de France. La convention fiscale qui existe en la France et le Canada vous permet d'éviter la double imposition par un mécanisme qui vous permet d'impacter au Canada l'impôt que vous devriez encore en France par un mécanisme de crédit d'impôt pour ne pas qu'il y ait double imposition. Rapidement, le T1135, c'est le bilan de vérification du revenu étranger. Les informations sont marquées. Retenez globalement que dès lors que vous détenez plus de 100 000 $ canadiens à un moment quelconque de l'année déposé hors du Canada, il faudra déclarer ce formulaire. Les pénalités pour non-déclaration peuvent être assez élevées. Elles sont plafonnées, je crois, à 2 500 $ par année de non-déclaration. Donc, ça peut aller très vite. Et également par contribuable. Je vous rappelle qu'au Canada, il n'y a pas de foyer fiscal et chaque contribuable est obligé, par exemple au Québec, de produire donc 2 déclarations. Pour un couple, ça fait 4 déclarations. Alors, l'échange de données informatiques, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui n'avait pas lieu auparavant et qui a commencé à rentrer en vigueur en 2018 sur les revenus 2017. C'est l'obligation faite à toutes les banques, sociétés de gestion et compagnies d'assurance de déclarer les revenus et les plus-values générés dans un pays par des non-résidents. Prenons l'exemple d'un résident fiscal canadien qui dispose encore en France de compte bancaire, par exemple. Eh bien, la banque en France devra déclarer une fois par an à son autorité de tutelle les revenus et les plus-values issus de la gestion des comptes en France, quels que soient les supports. Et ces informations qui ont un certain format vont être transmises au fisc français qui lui-même va faire un échange d'informations automatisé avec le fisc canadien. Alors ça, pour bien vous faire comprendre l'impact, c'est qu'auparavant, sur demande de l'une ou l'autre des directions fiscales d'un pays, l'autre pays pouvait donner de l'information, mais c'était sur demande. Et on se limitait à l'information demandée uniquement. Alors qu'ici, vous avez tout un tas d'informations qui vont transiter automatiquement une fois par an entre les deux pays. Alors, le taux maintenant d'imposition pour les non-résidents, donc vous êtes résident canadien et vous avez encore des placements en France, à ce moment-là, sachez qu'un certain nombre de ces placements ou ces revenus seront imposés à un taux qui est forfaitaire en fonction des revenus déclarés en France. Pour la plus-value immobilière, il y a une petite astuce. La quasi-totalité en fait, des revenus français perçus par un non-résident sont non soumis aux prélèvements sociaux, c'est-à-dire à la CSG et à la CRDS, qui, je vous le rappelle, est à hauteur de 17,2% désormais. Il y a une exonération totale sur le revenu du patrimoine mobilier. Par contre, pour l'immobilier, malheureusement, les résidents fiscaux canadiens, ils sont toujours assujettis. Donc, tout ce qui concernera les revenus immobiliers en France et les plus-values issues de ventes immobilières en France taxées seront taxés à hauteur de 17,2% en CSG-CRDS, plus effectivement l'imposition que vous voyez ici sur les revenus. Alors, un petit point spécifique sur l'assurance vie. Retenez 2 choses. La première, c'est que chaque pays, finalement, a des enveloppes fiscales distinctes et qui ne portent effet que au niveau du marché domestique. C'est-à-dire que si vous êtes résident français, vous souscrivez une assurance vie française, c'est parfait. Les avantages réservés aux contribuables français continuent à porter leurs fruits. Par contre, dès lors que vous devenez résident fiscal du Canada, malheureusement, là, la donne change, puisque en France, vous allez devoir être assujetti à l'imposition des non-résidents sur le contrat d'assurance vie, notamment sur les retraits. Et malgré tout, au Canada, vous serez là également obligé de déclarer
selon les normes canadiennes, ces contrats d'assurance vie et les revenus générés par ces contrats, quand bien même il n'y a pas de retrait. Je ne vais pas aller dans le détail, je répondrai peut-être à quelques questions tout à l'heure, mais vous avez un impact important puisqu'au Canada, ces contrats d'assurance vie ne sont pas dits exonérés comme les polices d'assurance vie canadiennes, et donc les revenus générés à l'intérieur de la police d'assurance vie, quand bien même il n'y a pas de retrait, vont devoir être déclarés au Canada. Donc il faut vraiment se poser la question de garder ou pas ces produits en fonction de son projet de vie et sa date de retour en France. Pour la transmission du patrimoine, il faut toujours distinguer deux aspects, le civil et le fiscal. Pour le civil, c'est assez simple, on se pose la question, quelle est la loi applicable, qui concerne notamment la quotité disponible, la réserve héréditaire, le pouvoir des héritiers, donc globalement à qui on peut céder, distribuer, si vous voulez, sa succession et selon quelles règles de quotité. Les aspects fiscaux, ça c'est une autre problématique, c'est quelle juridiction est en droit d'imposer et à quel taux. Ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques informations sur la loi successorale qui s'applique. Donc là, c'est au niveau civil. Bon, le principe, c'est assez simple. Hein, c'est finalement là où le défunt a sa résidence habituelle. J'entends par résidence habituelle la résidence habituelle fiscale. Une exception est toutefois possible depuis maintenant quelques années. C'est la possibilité pour un double citoyen de décider selon quelle législation il va pouvoir être imposé au niveau civil. Si vous êtes Canadien et Français, vous pouvez décider de manière irrévocable de demander que ce soit par exemple la loi du Canada ou la loi de la France qui s'applique au niveau civil pour votre succession, indépendamment du lieu de votre décès. Et enfin, au niveau de la convention fiscale, il y a possibilité, même si c'est un petit peu compliqué, mais là également d'éviter la double imposition par des mécanismes qui sont prévus dans les conventions fiscales France-Canada afin de ne pas alourdir la succession. Maintenant, on va se concentrer sur le départ du Canada. Il y a en fait 3 questions que j'ai listées et 3 problématiques qui, à mon avis, sont d'importance. Le premier, c'est est-ce que lorsque je reviens en France, je peux bénéficier du régime des impatriés? Alors, ce régime est quand même très favorable. En 2 mots, il est réservé aux gens qui ont vécu en dehors de France plus de 5 ans sur les 10 dernières années. Lorsqu'ils reviennent en France et qu'ils reviennent pour prendre un poste, on va dire, de cadre supérieur, de dirigeant, qu'ils soient salariés ou avec un mandat social, à ce moment-là, la loi fiscale française a mis en place un régime de faveur qui permet à cette personne d'avoir une prime d'impatriation jusqu'à 30% du revenu global qui n'est pas imposé en France. Et de surcroît, toute l'activité que cette personne ferait hors de France pour des raisons professionnelles, ses déplacements professionnels, ses rencontres hors de France, toutes ces journées de rémunération, il peut également les déduire dans une limite qui est double, soit 20% des revenus hors prime d'impatriation ou 50% de l'ensemble de ses revenus. Donc, c'est très important. Et qui plus est, depuis, alors de tête, je crois que c'est 2016, ce régime des impatriés a été étendu aux 8 premières années passées en France, alors qu'auparavant, c'était limité sur 5 ans. Une dernière chose est très importante sur ce régime des impatriés, les placements qui seraient effectués hors de France, eux également bénéficient pour ces impatriés d'une exonération à hauteur de 50% des revenus ou des plus-values perçues sur ces placements, hors CSG, CRDS qui reste dû. Mais par contre, pour l'impôt, on prendra simplement la 50% de la base imposable pendant ce régime, enfin la durée de ce régime des impatriés. Ensuite, il y a une exit tax, donc une taxe de départ due au Canada. Sans rentrer dans les détails, retenez 2 choses. Si vous restez au Canada moins de 5 ans date à date depuis votre arrivée fiscale au Canada, à ce moment-là, tout ce qui est détenu avant votre arrivée au Canada et que vous avez conservé pendant tout ce temps en dehors du Canada ne sera pas soumis à cette exit tax. L'exemple typique, ça serait une résidence secondaire ou de l'immobilier détenu hors du Canada dont vous étiez propriétaire avant d'arriver au Canada. Même si elle a pris de la valeur, vous ne devrez pas l'impôt sur la disposition présumée de ce bien. Par contre, l'intégralité des biens que vous aurez acquis lorsque vous êtes sur le territoire canadien, qu'ils soient au Canada ou pas, eux
dont vont être soumis à l'impôt de départ, qui, je vous le rappelle, est un calcul en fait de la disposition présumée des biens lors du départ. Donc, on regarde si oui ou non ce patrimoine a pris de la valeur. Et même si on ne le vend pas, la veille du départ, on considère qu'il a été présumé vendu et on calcule la plus-value pour vous imposer lors de votre départ. Et si jamais vous passez plus de 5 ans au Canada, à ce moment-là, c'est l'ensemble du patrimoine, même celui détenu en dehors du Canada et même s'il était détenu avant votre arrivée, qui est soumis à cet exit tax. Donc, ces 5 ans sont très importants pour pouvoir faire ce calcul. Enfin, et j'en termine, la fiscalité applicable à vos enveloppes en fait, fiscales au Canada, on va dire qu'il y a 3 types d'enveloppes fiscales, hein, les polices d'assurance vie, les régimes épargne enregistrés, les comptes épargne libres d'impôt et puis les régimes enregistrés d'épargne études. On va se concentrer sur les régimes épargne enregistrés et les comptes épargne libres d'impôt qui sont en général les produits les plus détenus par les Français qui viennent s'implanter au Canada. Alors, pour les régimes épargne enregistrés, lorsque vous devenez non résident fiscal du Canada, vous avez le droit de faire les retraits simplement, au lieu d'être réintégrés dans vos revenus au Canada, ils subiront un prélèvement à la source limité à 25% des retraits. C'est la convention qui existe avec la France. Bien entendu, il faudra redéclarer en France les revenus, mais vous aurez le droit au crédit d'impôt. Vous aurez payé au Canada, donc normalement, il ne devrait pas être imposé en France. Et si, comme c'est le cas pour la quasi-totalité des personnes, vous avez eu un crédit d'impôt supérieur à ces 25% au moment où vous avez cotisé, souvent c'est 50% si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition. De toute façon, c'est un bon conseil d'en souscrire puisque une économie de 50% à l'entrée et un impôt de 25% à la sortie, ça vous laisse quand même 25% d'avantage fiscal sur ce produit. Pour les CELI, c'est un peu différent. Il faut absolument retirer l'intégralité des placements sur les CELI pour ne pas être pénalisé par une pénalité de 1% sur l'ensemble des sommes contribuées en qualité de non-résident sur les CELI. Et cette pénalité est due chaque mois d'un placement détenu dans un CELI pour un non-résident. Donc là, il faudra effectivement prévoir le retrait de ces CELI pour ne pas être pénalisé en qualité de non-résident. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Natacha pour qu'elle aborde les aspects immigration. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Est-ce que mon son est bon? C'est bon? Allô? Oui, oui. Ouais? Parfait, ok. Donc, David, si je peux partager ma présentation? Merci beaucoup. Voilà. Normalement, vous devriez avoir ma présentation, oui? Donc, merci beaucoup à la Chambre, Sandrine, Céline, Peter et toute l'équipe pour toute l'organisation. Merci beaucoup, David, pour ta confiance. Merci également pour la qualité des conseils prodigués en général par la banque. Et merci pour cette invitation. Donc, je vais commencer par faire un tour. Donc, on va parler des enjeux entre l'immigration et les notions fiscales, et on va voir comment elles s'imbriquent, comment au contraire elles diffèrent. Donc, je vous propose pour commencer de voir schématiquement, lorsque vous avez une personne qui immigre, donc là j'ai mis une immigrante au centre du premier cercle, elle va avoir différentes notions avec lesquelles composer différentes notions qui vont s'imbriquer. Alors qu'on vienne comme entrepreneur, qu'on vienne comme salarié à l'embauche d'une compagnie déjà impliquée, il va y avoir différentes notions, différents domaines, le corporatif et le droit du travail, la fiscalité dont David a parlé, la protection sociale, la retraite, on pourrait, et par-dessus ça, vient l'immigration. Donc, certaines notions vont rentrer en concurrence, d'autres, au contraire, vont pouvoir cheminer, mais ce sont vraiment des éléments dont on doit parler. Première remarque, quand on voit la présentation qui a été faite par David, première chose qui doit vous frapper l'esprit, le fait que lorsque, par exemple, David parle du foyer fiscal, il n'est pas rentré dans le détail des permis de travail. Il n'est pas rentré dans le détail de quel type de permis la personne a. Donc ça, c'est très important et ça va me permettre d'aborder la prochaine diapositive. Il n'y a pas une différence réelle en matière d'immigration en fonction
du type de permis que vous allez avoir initialement au Canada. Quand on prend une personne, une entrepreneur par exemple, ou une salariée qui arriverait au Canada, on va avoir différents choix en fonction de la taille du groupe, en fonction de l'organisation de la société, en fonction des politiques de la société, d'aller sur un contrat d'expatriation, un portage avec la chambre de commerce, un contrat de délocalisation, un contrat local, un contrat de consultant, un contrat d'expatriation. Tout ça sont des notions que nous rencontrons au quotidien en matière d'immigration. En fait, on les rencontre comme type d'organisation, type de contrat dont une personne va bénéficier. Et la question, toujours, puisqu'on le sait, en ce moment, on est en période de fermeture des frontières, on sait que les délais sont largement augmentés pour l'obtention de permis ou de statut d'immigration. Il y a des tentations qui sont simples, et c'est souvent des questions auxquelles on doit répondre, c'est « Non, mais moi, il viendra en contrat local. Au contraire, moi, il viendra en contrat d'expatriation. » Comme si ça nous permettait de ne pas avoir recours à un contrat de travail, à un permis de travail ou de faciliter l'immigration. Je vous dirais non, et vous voyez qu'il peut avoir ici des impacts fiscaux, un contrat d'expatriation ou un contrat de délocalisation versus un contrat local. En matière d'immigration, vous allez devoir, dans tous les cas, obtenir un permis de travail. Et ça, c'est vraiment une notion clé en matière d'immigration. C'est cette notion de travail que je vais vous citer du règlement IRCC, qui désigne la notion de travail comme une activité qui donne lieu au paiement d'un salaire ou d'une commission et qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada. Donc ça, c'est vraiment la notion clé qui va déterminer si une personne a besoin ou non d'un permis de travail, quel que soit en fait le type de contrat par lequel elle est mutée, quel que soit le type d'avantage que son employeur va lui offrir sur le marché canadien. C'est vraiment important. C'est aussi à cette notion qu'on va référer quand on va choisir entre est-ce que cette personne a besoin d'un permis de travail si elle vient travailler versus est-ce qu'elle peut venir comme simple visiteur commercial pour faire de la prospection commerciale. Est-ce qu'il y a rémunération, est-ce qu'il y a travail sur place? C'est là qu'on va décider. Également, un point qui est important, je pense que l'immigration, ça doit être et puis on va voir les véhicules pour immigrer, ça doit être un véhicule pour immigrer, ça doit être un véhicule pour porter votre projet, mais on a suffisamment, je vous dirais, de véhicules d'immigration pour arriver à faire, dans une certaine mesure, du sur-mesure par rapport au projet d'immigration, plutôt qu'aller chercher, pour obtenir un titre de séjour, pour obtenir un permis de travail, plutôt que d'aller chercher des choses qui vont être parfois bien compliquées. Je vais donner un exemple tout simple. Je sais que le recours, par exemple, au permis d'études, quand on a l'autre conjoint qui veut obtenir un permis de travail, ça, c'est pas nécessairement des solutions qui sont très pérennes, qui sont les bonnes. On a, au contraire, on va avoir beaucoup. Alors là, je vais plus parler pour les entrepreneurs, puisque lorsqu'on va être sur des salariés, ils vont venir généralement dans le cadre soit d'un permis jeunesse, des permis jeunes pro, soit d'un permis transfert intra-société, soit d'une EIMT. Mais lorsqu'on a un entrepreneur, on va avoir plus de choix. Et dans la deuxième partie de cette présentation, ce sont les options que j'aimerais vous présenter. Donc, vous avez en beige, vous avez les options d'immigration temporaire. L'immigration temporaire, ça revêt deux notions, soit les permis d'études, soit les permis de travail. Là, on parle d'un entrepreneur, donc je vais me tourner vers les permis de travail. Lorsqu'on va dans la zone blanche,
nous sommes sur les options d'immigration permanente. D'accord? Donc, d'un côté, vous allez avoir, quand on vient immigrer, on peut venir sur un permis investisseur. Ça, je vais vous le présenter parce qu'il est très peu connu et c'est un permis intéressant. C'est un permis qui est issu des relativement nouvelles dispositions du CETA. Vous avez un permis entrepreneur qui est un permis qui fonctionne très bien mais qui ne donne pas accès à la résidence permanente. Vous avez le permis avantage canadien, c'est intéressant aussi, c'est pour les gros groupes, c'est les groupes importants de sociétés, ou les transferts intra-groupes. Et de l'autre côté, vous avez le Startup Visa, qui est un permis pour les entrepreneurs, mais hors du Québec. Et vous avez le pendant au Québec avec 3 programmes de gens d'affaires, les entrepreneurs, les investisseurs et les travailleurs autonomes. Donc, vous voyez qu'on a quand même, pour un entrepreneur qui voudrait venir, et attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'obstacle, je dis qu'on a quand même pas mal d'options pour faire en sorte qu'il obtienne un titre. Mais là encore, il va y avoir en amont des questions fiscales qui doivent être abordées en fonction de l'objectif d'immigration. Est-ce que c'est permanent, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que j'ai un enjeu fiscal dans mon pays d'origine ou pas? Eh bien, on va vous orienter sur un programme ou sur l'autre. Moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on monte un projet d'immigration et autour, on va monter le projet d'affaires, on va monter le projet fiscal. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Vraiment, l'immigration doit être au service. On doit vous trouver un titre qui va soutenir votre projet. Ça, à mon sens, c'est vraiment la clé. Et je pense que quand on démarre un dossier d'immigration, et je sais qu'il y a certains clients d'Imétis, parmi les personnes qui nous écoutent, on se parle beaucoup, longuement avant pour partir sur le bon programme. La suite, donc, rentrons un petit peu dans cette mobilité des cadres et des dirigeants qui sont offertes par les dispositions du CETA. Le CETA, c'est l'AECG, on l'appelle plutôt AECG ici, on l'appelle plutôt par son acronyme anglais en France, CETA. Mais on parle de la même chose. Donc, vous avez déjà les transferts intra-groupes. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Donc, c'est la possibilité, lorsqu'on a une entreprise qui est dans un État européen, de muter un de ses cadres ou personnels spécialisés qui y a été soit salarié, soit partenaire pendant plus de 12 mois, de le muter ici au Canada. On a quand même un critère de répondre à la définition de multinationale, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Et l'intérêt, c'est qu'on obtient très facilement un permis qui peut aller jusqu'à 3 ans en première intention, même sur une société qui démarre ici au Canada. Une fois que la personne arrive donc, avec son statut de travailleur, et bien là, découle tout ce dont David parlait, la notion de foyer fiscal, la notion de protection fiscale, mais qui ne va pas être différente que son permis soit un permis CETA ou que ce soit un permis de travail sur EIMT. C'est vraiment cette notion clé que je veux que vous compreniez et également comprendre que cette personne, on lui demande un permis et on ne lui demande pas, par exemple, l'entrée comme visiteur d'affaires parce qu'elle va vraiment être rémunérée au Canada et faire un travail au Canada. Les permis peuvent aller jusqu'à 3 ans. Vous dire également que, alors j'ai volontairement pas fait de slides sur le Covid parce que je pense qu'on en a beaucoup parlé déjà. Sachez que les permis continuent à être traités en ligne, soit de l'intérieur du Canada, soit lorsqu'on applique depuis la France auprès de l'ambassade du Canada à Paris. Naturellement, il y a des délais. Il y a également des possibilités de traitement pas privilégié, mais prioritaire lorsqu'on arrive à démontrer la notion essentielle ou l'urgence que la personne entre sur place. Donc, ces transferts intra-groupes sont des permis qui continuent à être traités. Un autre permis qui est très peu connu, qui est intéressant,
c'est le permis investisseur. Lui, c'est un permis qui a été pas mal copié sur un permis investisseur sous le NAFTA, donc avec les États-Unis. Il va s'adresser aux dirigeants qui vont développer, exploiter un investissement ici au Canada. Donc, ça peut être intéressant lorsque vous avez une société qui se crée en Europe, par exemple, et tout de suite, il va y avoir un fort investissement qui va être fait au Canada sans qu'on respecte le critère de la multinationale et sans qu'on respecte les 12 mois d'antériorité. Donc ça, c'est vraiment c'est un véhicule qui est très, très peu connu, mais qui est très intéressant. Vous n'avez pas de minimum d'investissement, c'est plutôt une analyse au cas par cas qui va être faite par l'agent. Son défaut, il est d'une validité d'1 an avec une prolongation qui va être à la discrétion de l'agent. Donc tout de suite, quand on va sur ce type de permis, il faut qu'on ait quand même un plan B, puis il faut qu'on ait en tête combien de temps on veut rester. Et là aussi, c'est une question, d'ailleurs c'est un point qui était soulevé par David, c'est des questions qu'il faut se poser, aussi durant l'immigration, je pense qu'en fiscalité, il en a parlé par exemple pour l'exit tax, c'est combien de temps on reste sur place. Et là, il y a vraiment des critères, ça va également déterminer le type de programme vers lequel on va. Est-ce qu'on va sur de la résidence temporaire? Est-ce qu'on va sur de la résidence permanente? Est-ce qu'on va sur de la résidence permanente en première intention? Est-ce qu'on y va en deuxième intention? Toutes ces questions font l'objet également d'une discussion quand on démarre le processus. Le permis consultant, c'est un permis, je vais passer rapidement, juste pour vous dire qu'il existe. Alors lui est très utilisé, notamment en ce moment. Lorsque vous avez une compagnie en France qui conclut un contrat avec une compagnie, par exemple, de jeux vidéo au Canada, et puis on a un contrat de développement, on a tout simplement, la personne ne va pas être employée par la société canadienne. La société française n'a pas je vous dirais, d'implantation ici au Canada, mais la personne, malgré tout, le développeur va avoir besoin d'un permis de travail. Il a besoin d'un permis de travail, non pas parce qu'il va s'établir durablement au Canada, mais parce que le peu de temps qu'il va être sur place, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 1 an, il va faire ce qui correspond à un travail. Et ce, même s'il continue à être rémunéré depuis la France. Mais quand il aura trivialement les 2 pieds au Canada, qu'il se rendra dans l'entreprise de jeux vidéo pour faire du développement, ce sera un travail et ça nécessite un permis de travail, même s'il continue à être rémunéré par la France. Donc ça, c'est important. Là aussi, on a des enjeux fiscaux qui sont à prendre en compte. Visiteurs commerciaux. Alors, visiteurs commerciaux, c'est quand même une notion à laquelle on réfère beaucoup. Et c'est un problème actuellement, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les frontières sont fermées, elles demeurent fermées jusqu'à fin octobre, avec une obligation de quarantaine qui a été prolongée encore jusqu'à fin octobre. Ça a été annoncé hier. Donc, visiteur commercial, ce n'est pas, vous n'allez pas avoir en fait un statut particulier, vous n'allez pas avoir un permis en tant que tel, c'est vraiment votre statut de visiteur. Simplement, vous dites, au lieu de dire je viens comme visiteur à titre touristique, je viens comme visiteur à titre de visiteur commercial. Ce n'est pas plus matérialisé que ça lorsque l'on vient d'un pays qui est exempté de visa comme les pays européens. Donc, venir comme visiteur commercial, et ça a été étendu avec les nouvelles dispositions du CETA, vous pouvez venir pour des réunions, pour des consultations, pour des séminaires. Là, je regarde les exemples qu'on a mis sur la diapo, des séminaires, des salons professionnels, également pour des transactions commerciales, tant qu'on vise en fait à développer son activité en Europe et pas asseoir
si vous voulez, une entreprise au Canada, c'est bien important. Généralement, les clients ont toujours une vision un petit peu large du spectre du visiteur commercial. Et nous, comme avocats, on a une vision un petit peu plus étroite parce qu'on veut pas, on est souvent un petit peu sur la ligne rouge ou grise, en tout cas sur la ligne. Et puis, surtout, ce qu'on veut, on veut toujours éviter une personne qu'elle commence à travailler sur un statut de visiteur commercial. Je dirais qu'en ce moment, du fait de Covid, la situation était pas mal réglée puisqu'on n'a plus la possibilité de prendre un vol commercial, de se rendre au Canada en tant que visiteur. Donc, pour l'instant, cette possibilité, malheureusement, toutes les frontières sont fermées, elle est pas mal réduite à zéro sous des exceptions très limitées. Alors, l'autre option, donc, qui est une option plus définitive, donc là, on vient directement en tant que résident permanent du Canada, donc c'est-à-dire dans l'intention, on quitte son pays d'origine et on vient s'installer une bonne fois pour toutes au Canada. Donc, ce sont les options de résidence permanente. Donc ça, c'est les options de résidence permanente pour un entrepreneur. On va voir le programme de visa pour démarrage d'entreprise qui s'appelle le Startup Visa. En lui, c'est vraiment intéressant. Le principe, c'est de recevoir l'invitation, je dirais, d'un hébergeur et de créer des emplois pour des Canadiens. Mais vous n'avez pas de critères comme vous pouvez avoir, par exemple, prédéfinis, comme vous pouvez avoir, par exemple, sur le programme du Nouveau-Brunswick. C'est un critère qui est assez libre. C'est un programme qui est assez libre et qui attire beaucoup, mais hors Québec. Les délais de traitement sont vraiment rapides, 12 à 16 mois, j'irais peut-être plus sur 20-22 mois actuellement. Vous avez la possibilité d'obtenir tout de suite un permis de travail et vous obtenez directement le statut de résident permanent. Résident permanent, qu'est-ce que c'est? Mais là encore, je n'interfère pas avec les notions fiscales dont David vous a parlé. Un résident permanent, c'est une personne qui a l'intention de s'établir au Canada durablement. C'est un statut qui va vous être donné à vie une fois que vous l'avez, mais attention, sous réserve d'y être 730 jours par période de 5 ans. Et là, vous pouvez le renouveler, ou vous pouvez, comme vous répondez aux critères, 3 ans de résidence permanente, opter pour la citoyenneté. Donc là encore, on a des notions qui vont s'interférer, parce que ma notion de conserver mon statut de résident permanent, c'est-à-dire 2 ans par période de 5 ans au Canada pour pouvoir ensuite renouveler ce statut de résident permanent, ce n'est pas nécessairement la même notion pour David pour devenir résident fiscal canadien. Donc, il faut toujours vraiment voir qu'on est sur deux spécialités qu'il faut prendre en considération, mais qui ne sont pas des notions tout à fait parallèles. Au Québec, donc, on a les programmes des gens d'affaires avec 3 volets. Volet des entrepreneurs, volet des investisseurs, volet des travailleurs autonomes. Donc là, vous devez convaincre le Québec pour qu'il vous sélectionne à titre soit d'entrepreneur, soit de travailleur autonome, soit d'investisseur. Et ensuite, on va passer à la résidence permanente au fédéral. Et là, le choix entre les programmes, si vous voulez, va se faire en fonction du projet. Si j'ai un projet d'entreprise, on va aller sur un projet plus d'entrepreneur avec le projet d'entrepreneur, vous avez 2 volets en plus. Là, je suis sur le volet 1, lorsque vous êtes invité par un incubateur. Vous avez un volet 2 qui est soumis à un investissement minimum dans le plan d'affaires, à la détention d'un avoir net et à la création d'une entreprise ou au développement d'une entreprise. Vous avez les investisseurs. Donc, les investisseurs, vous devez disposer d'un avoir net de 2 millions. Vous allez devoir ensuite
prouver une expérience de gestion de 2 ans pour des 5 dernières années et vous allez devoir faire un investissement par un intermédiaire financier autorisé de 1,2 million. Donc, c'est un programme un petit peu différent, mais qui va vous donner également l'accès à la résidence permanente en première intention. Alors, en première intention, ça ne veut pas dire, c'est un choix aussi qu'il faut avoir à l'esprit, c'est dans quel délai vous voulez immigrer. De façon générale, sans rentrer dans le détail des délais, il faut savoir que quand on va aller opter pour une option de résidence temporaire, ça va aboutir, même en temps de Covid, beaucoup plus rapidement qu'une option de résidence permanente qui va mettre habituellement plusieurs années avant d'aboutir. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Ou si vous optez pour de la résidence permanente, sachez que vous allez devoir la coupler à un moment donné ou un autre avec, par exemple, une option de permis de travail pour pouvoir venir plus rapidement réaliser votre projet, si tel est votre choix. Et ben, moi, ça fait le tour, si vous voulez, des différents programmes que je voulais vous présenter, et puis un petit peu des alertes. Voilà, l'immigration, la fiscalité, la protection sociale, ce sont des notions qui vont être parallèles, qui parfois vont se ressembler, qui parfois au contraire vont être très différentes, et une réalité fiscale n'est pas une réalité en immigration. Donc il faut vraiment, pour qu'un projet d'immigration soit réussi, ou que vous accueillez d'ailleurs des travailleurs étrangers, des salariés, il faut avoir toutes ces notions à l'esprit pour que l'immigration se passe au mieux. Et puis, ça terminera, moi, la présentation que je voulais vous faire de ces différentes notions. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Natacha, justement, on a une question de Éric Gerbier qui dit que dans le contexte actuel en fait, de la pandémie, est-ce facile d'obtenir un visa pour un entrepreneur qui souhaite faire l'acquisition d'une entreprise ici au Québec? Et quel peut être le délai? Alors, facile, je pense qu'à partir du moment où on va traiter sur des permis entrepreneurs, ce n'est jamais facile. C'est bâti sur un plan d'affaires très précis, avec des perspectives d'embauche sérieuses. On fait beaucoup de ce type de permis entrepreneur au bureau. Je dois vous dire que j'ai été même étonnée. On a monté des dossiers pour des entrepreneurs dans le domaine de la restauration. J'avais mis de grosses réserves auprès des futurs entrepreneurs en leur disant que j'avais peu d'espoir dans le contexte actuel que ça aboutisse. Ils ont abouti dans le même délai que les autres. Donc, plusieurs mois, mais je n'ai pas vu de différence de traitement par rapport à ces programmes. Ok, super. J'imagine que M. Gerbier a entendu ta réponse. Pour les autres personnes, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, que ce soit à Maître Mignon ou Monsieur Eap, ou même directement ouvrir votre micro et poser vos questions directement. Je vois qu'il y a une question à mon attention. Rapidement, pour un départ du Canada, j'ai entendu dire qu'on pouvait y laisser son REER sans pénalité et continuer à retirer sous forme de fer. Par exemple, étant donné qu'il s'agit de retraite et donc de droit acquis, la pénalité de 25% ne serait due donc que s'il y a retrait des sommes. Pour le CELI, est-ce la même règle? Pas de droit de contribuer, mais s'il y a disposition réputée. Alors, sous toute réserve, toujours, que je ne me suis pas aux experts locaux, mais selon notre pratique, pour le REER, effectivement, les mêmes règles s'appliquent pour le fonctionnement du REER. Donc, vous pouvez garder votre REER au Canada. Dès lors que vous partez, vous devez non résident du Canada. Tout ce qui se fait à l'intérieur de votre REER n'est toujours pas imposé au Canada. Par contre, c'est le retrait qui l'est. Donc, effectivement, si vous le transformez en fer, il n'y aura toujours pas d'imposition. L'imposition, elle sera due au moment où vous faites le retrait des sommes. Et à ce moment-là, au moment du retrait, on imposera soit les fameux 25% de prélèvement libératoire pour un non-résident, soit on les intégrera au taux marginal d'imposition canadien si au moment du retrait, vous êtes de nouveau résident fiscal canadien. Ça, c'est pour le REER. Pour le CELI, ça fonctionne vraiment très différemment.
selon la loi de l'impôt au Canada, les CELI sont réservés aux contribuables canadiens. Et donc, dès lors que vous êtes non résident du Canada, les CELI, il ne faut surtout pas y contribuer. Et je dirais même, il vaut mieux y mettre fin. Alors ça, je vérifierai si vous voulez, mais sinon, c'est vraiment ça. Hein, c'est 1% plus 1% de pénalité tous les mois sur les sommes qui sont accumulées dans le CELI alors que vous êtes non résident du Canada. Puisque le CELI, lui, n'a pas d'imposition au retrait pour un résident canadien. Il est juste libre d'impôt sur les sommes qui s'accumulent à l'intérieur du CELI, mais il est libre d'impôt pour les résidents du Canada. Donc, l'idée, c'est de ne pas en faire bénéficier les non-résidents. Alors, disposition préputée, excusez-moi. Je considère, moi, là aussi, il faudrait faire quelques recherches, mais la disposition réputée, elle est due sur les biens qui sont sur des produits dits non enregistrés. Toutes les enveloppes fiscales canadiennes, dès lors que vous devez non résident fiscal du Canada, ça ne déclenche pas de disposition réputée. Les dispositions réputées, c'est vraiment pour les placements qui ne sont pas dans une enveloppe fiscale ou éventuellement de l'immobilier qui générerait des revenus, des choses comme ça. Sinon, c'est pareil, on ne taxe pas deux fois. Imaginez que vous ayez des actions qui ont généré des dividendes, vous allez payer l'impôt si les dividendes ont été versés avant votre départ du Canada. Et puis la veille du départ du Canada, on valorise les titres. Puis s'il y a une progression, à ce moment-là, on doit déclarer cette disposition présumée, mais à nouveau uniquement sur les enveloppes dites non enregistrées, c'est-à-dire celles qui ne bénéficient pas d'avantages fiscaux spécifiques. J'ai une autre question de… Oui, ça y est, les questions arrivent. C'est moi, on les prend nous-mêmes, c'est ça? Vous pouvez, on en a un certain nombre, donc il y en a, je sais pas, celle que tu voulais prendre, si on a une intéressante. Je les prends dans l'ordre, si tu veux bien, mais peu importe. Donc, une question d'Éric Jabdier. Avez-vous une idée des délais actuels pour l'obtention d'un permis d'études après l'obtention d'un CAQ? Donc, ça dépend, Eric, d'où la demande est faite. Si c'est une demande qui va être faite du Canada, les délais sont relativement rapides. On parle peut-être de petits mois. Si jamais c'est une demande qui est faite depuis la France pour des nouveaux programmes actuellement, vous avez maintenant un processus en 2 étapes qui est mis, mais avec la question de la fermeture des frontières, si c'est une personne seule qui fait une demande de permis d'études, il y a peu de chances que ça aboutisse. Par contre, si ce sont des permis d'études pour des proches accompagnants des enfants qui vont accompagner un travailleur étranger, là, ça va vraiment très vite. Nous, on a eu le cas, par exemple, de quelqu'un dans le domaine médical, on a eu les permis en 3-4 jours et le permis de travail en 3-4 jours, pareil pour les permis d'études des enfants. Donc, ça dépend vraiment de la situation. Il y a pas mal de questions. Comment vous voulez qu'on fasse? On les prend au fur et à mesure? Je peux vous les donner. Une de Brahim, je ne sais pas si vous êtes encore là. Je souhaite ouvrir à la rentrée 2021 la filiale d'une start-up dont je suis associée et salariée. Mon intérêt est une résidence permanente. Quel est le permis adapté à ma situation? Alors, Brahim, moi, c'est exactement ce que j'ai dit. Et je ne peux pas vous le dire comme ça. C'est pas que je ne veux pas. Je vous ai montré, il y a une dizaine, 10, peut-être même 12, 13 véhicules qui vont vous permettre d'obtenir un permis. Par contre, on va avoir des questions à se poser. Parce que là, j'ai pas assez d'informations pour vous dire, par exemple, on y va sur le permis entrepreneur parce que je ne connais pas votre patrimoine, je ne sais pas combien vous voulez investir dans votre projet. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, une holding qui va répondre à la notion de transfert intra-société. Et ça me permet quand même de pousser, de dire que l'immigration, ça se prend vraiment au sérieux et ça nécessite d'aborder l'obtention d'un permis de travail. Ce n'est pas automatique. L'obtention d'une résidence permanente, ce n'est pas automatique et ça nécessite vraiment de faire une analyse avant. Si je pouvais vous dire en lisant 4 lignes dans un chart que je sais vers quel programme aller, honnêtement, je pense que mon métier ne servira à rien.
Bon, donc peut-être à échanger entre vous deux ou vous trois. Ouais, non, mais volontiers, c'est vraiment. Et souvent, quand je le dis, parce qu'on rencontre beaucoup de gens, mais je ne peux pas vous le dire comme ça, c'est pas que je ne veux pas vous le dire, c'est que si je vous le dis comme ça, mais c'est de la discussion café de commerce et puis il n'y a aucun sérieux derrière. Merci. Nous avons une question d'Éric Lambert. Je suis en instance de résidence permanente. J'ai créé une société holding ici au Québec, Inc. J'ai l'opportunité d'investir dans des sociétés ici au Québec. Je ne travaille pas dans l'entreprise, mais comment sont traités les dividendes fiscalement? Et vis-à-vis de l'IRCC, dois-je laisser les dividendes dans ces sociétés en complément? Comment sont perçus les jetons de présence pour un administrateur? Oula, je vois Eric. C'est une belle question. Bon, là, je pense qu'il faut vraiment faire affaire avec un avocat fiscaliste. Moi ce que je peux vous dire, c'est que là, d'après ce que je comprends, les sociétés dans lesquelles on investit sont des Québec Inc. La société qui investit, c'est une Québec Inc. Donc là, a priori, la fiscalité elle va être purement québécoise, puisque c'est bien la Québec Inc., la société de gestion, qui a des parts dans d'autres sociétés, opérantes au Québec. Après, la vraie question, c'est de savoir à qui appartiennent les parts de la société de gestion, donc celle qui remonte au-dessus. Est-ce que la personne est résidente du Canada ou résidente fiscale française? Si elle est résidente du Canada, à ce moment-là, elle sera assujettie sur l'impôt uniquement si elle se verse elle-même les dividendes de la société de gestion. Elle sera assujettie selon les règles canadiennes. Par contre, si cette personne est résidente de France, imaginons que ce soit une personne physique ou même éventuellement une personne morale mais résidente de France, à ce moment-là, elle va être imposée au Canada selon les règles, la partie NR4 des résidents, c'est-à-dire en tant que non-résident du Canada, et dans son propre pays, elle va être imposée selon les normes la française. Et puis, bien évidemment, dans les deux cas, il y aura un crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais deux fois l'imposition. Il y aura l'imposition due au Canada. Ensuite, en France, si effectivement la distribution des dividendes, il y aura des impôts. Par contre, il y aura un crédit d'impôt, c'est-à-dire que ce qui a déjà été dû au Canada, on pourra l'appliquer contre l'impôt dû en France. D'accord? Donc, la vraie problématique, c'est de connaître ces taux d'imposition ou au Canada ou en France en fonction de la situation fiscale de l'associé et surtout de bien réfléchir à la distribution ou non-distribution de ces dividendes par rapport à l'impact fiscal. Vous savez qu'au Canada, il y a possibilité de différer et de fractionner le revenu. Donc ça, c'est une grande souplesse qui est donnée au niveau de l'impôt canadien. Et puis, vous avez aussi, alors attendez, ça me sort de l'esprit, ça va me revenir. Oui, c'est-à-dire que vous avez la possibilité ou pas, si vous voulez, de distribuer une année ou l'autre. Enfin, là, vous pouvez vous planifier votre distribution. Et puis, lorsque vous prenez des parts dans une société, au Canada, vous pouvez aussi apporter du capital. Donc, au lieu, par exemple, de vous verser les dividendes, vous pouvez faire aussi un retrait de capital qui, lui, sera non imposable. Je prends juste l'exemple d'une société de gestion que, par exemple, un Français voudrait créer au Canada pour développer des activités opérantes et éventuellement des placements financiers. C'est sûr qu'il ne va peut-être pas capitaliser la société. S'il met 1 million, il ne va peut-être pas mettre 1 million en capital social. Il va peut-être mettre simplement 1000 ou 10 000 $ en capital social et le reste en capital, en compte courant d'associé. C'est sûr que, vu l'imposition au Canada, il vaut mieux qu'il laisse le report à nouveau, c'est-à-dire les résultats. Et puis, s'il a besoin de dividendes, à ce moment-là, qu'il prenne d'abord le capital qu'il a investi, ça sera net d'impôt. Et lorsqu'il aura consommé tout le capital qu'il a avancé, à ce moment-là, il pourra s'occuper de se faire verser les dividendes. Et là, il faudra savoir, est-ce que les dividendes, il les verse comme résident fiscal de France en tant que personne physique, ou est-ce qu'il les verse à sa propre société holding en France, ou s'il les verse encore à une société holding, donc une société de gestion au Canada. Et ça, là, on commence à raffiner le tout. Et là, il faut effectivement, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas me substituer aux experts locaux. Là, il faut travailler avec un de nos partenaires ou un de vos partenaires spécialisés en fiscalité. Mais il faut toujours déterminer à quel territoire fiscal est rattaché l'actionnaire. Merci. Voilà. Et je crois qu'il y avait une question également sur les SCI. Exact. Une société de gestion canadienne peut-elle devenir associée d'une SCI en France? Y a-t-il des inconvénients fiscaux ou des interdictions juridiques? Alors, toujours, je vous fais part de ma courbe d'expérience. On l'a déjà fait. Je l'ai fait encore récemment pour un de mes clients canadiens qui voulait investir dans une SCI et finalement, il a investi une part pour lui en tant que personne physique résident du Canada et 99 parts pour sa société de gestion canadienne. Alors, on l'a fait parce que la plupart, si vous voulez, du capital était détenu par sa société de gestion canadienne.
Donc, la première réponse, c'est que juridiquement et légalement, il n'y a aucune espèce d'incompatibilité à ce que les associés de la SCI soient des personnes morales. Donc, il n'y a pas de problème. Simplement, on a préféré qu'il y ait au moins une part dédiée à une personne physique pour qu'il y ait un lien très clair fait entre le gérant et puis les parts détenues. Donc, une part au gérant, 99 parts pour sa société de gestion du Canada, et le gérant est lui-même gérant, si vous voulez, de la SCI en France. Comme ça, c'est transparent, c'est clair pour déjà le fisc français. Ensuite, la SCI va générer des revenus, que ce soit de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier soumis à l'IS ou pas, et à la TVA si c'est de l'immobilier de bureau, du loueur en meublé professionnel ou pas. Donc là, il y a déjà un choix de fiscalité à prendre en France sur les revenus gérés par la SCI, puisque je vous rappelle que ce sont des revenus de source française, donc l'impôt sera dû en France selon les dispositions qu'on va prendre. Et ensuite, l'impôt, on va dire le résultat moins l'impôt dû en France, ça va être effectivement cette fois-ci un report à nouveau. Et là, effectivement, la société canadienne, la holding canadienne peut se faire verser ses revenus. Et s'il y a effectivement plus de 95% des parts détenues par la société canadienne, il y a une intégration fiscale qui lui permet d'avoir un régime d'imposition un peu plus favorable. Et à chaque fois, ça fonctionne de la même façon. On réimposera éventuellement l'associé, en l'occurrence là, la société de gestion au Canada. On va l'imposer en France parce qu'on fait une distribution de dividendes. On va l'imposer selon la convention fiscale. Et puis, au Canada, la société de gestion elle sera obligée de déclarer les revenus qu'elle a perçus en tant qu'actionnaire, une société française. Elle les déclarera à nouveau au Canada. Par contre, elle pourra impacter le crédit d'impôt qu'elle a, de l'impôt qu'elle aurait payé également en France. Donc oui, c'est possible. Et puis les inconvénients fiscaux ou les interdictions juridiques, il n'y a pas d'interdiction juridique. Les inconvénients fiscaux, je dirais plus que c'est des avantages et des inconvénients en fonction de la situation actuelle et comment vous vous projetez, c'est-à-dire combien de temps vous allez garder la SCI, quel type de revenus il y a à l'intérieur, est-ce que oui ou non, ça sera l'impôt sur les sociétés ou à l'IRPP, c'est-à-dire 2044 bis ou 2033, est-ce que c'est assujetti oui ou non à la TVA locale en France, est-ce qu'on va prendre de l'amortissement ou pas sur le bien. Donc tout ça, si vous voulez, c'est des choses à voir. Et nous, à chaque fois qu'on accompagne un client canadien qui investit en France ou un client français qui investit au Canada, c'est des choses qu'on voit de manière très, on va dire, détaillée avec nos partenaires juridiques, avocats ou fiscalistes, parce que c'est vrai que c'est très important avant de structurer son investissement. Merci beaucoup, David. On voit que ce sont des cas très techniques et spécifiques. Je pense qu'on a fait le tour des questions écrites. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Vous voulez profiter de nos experts? S'il n'y en a pas, merci infiniment Natacha, Mignon, David et App pour vos présentations très claires, très précises. Nous pourrons rediffuser, vous retrouverez cette rediffusion en ligne sur notre site et n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez être mis en relation si vous n'aviez pas les coordonnées de David et App ou Natacha Mignon. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous, passez une bonne après-midi. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Sébastien, au revoir. Au revoir.